Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Un chouette programme nous attend aujourd'hui encore et une fois de plus, on va tous en profiter. Tels des Robinson échoués sur le sable, nous apprendrons à préparer du Plapao Baitung, une recette thaï qui est beaucoup plus simple à faire qu'à prononcer, avec quelques feuilles de bananier et du poisson que nous aurons fraîchement pêché dans les eaux de Phuket. Nous nous rendrons également en Bolivie sur le site de Tiwanaku. A priori, cette statue représente pour tout le monde le visage d'un habitant des Andes. Et bien d'autres y ont vu le visage d'un Arien. Ça sera l'histoire improbable de l'incontournable. Quant au paysage que nous traverserons au Canada, il risque de vous bouleverser, tout autant que l'histoire de la ligne de chemin de fer qui relie désormais Toronto à Vancouver. Avant de filer vers le Grand Nord, ce sont toutes vos connaissances sur l'Indonésie qu'il faut rassembler. Savez-vous quelle est la particularité du sel de Bali? C'est la devinette. L'île est surtout connue pour ses nombreuses rizières, mais son sel aussi est très réputé. Comme ils n'ont pas de marais salants, les Balinais ont inventé une méthode de production unique au monde. Je vous laisse chercher laquelle. Notre première escale aujourd'hui nous emmène à Paris avec un défi. Si vous ne bougez pas le petit doigt de pied d'ici les 13 minutes qui se profilent, je m'engage à vous jouer les yeux noirs de Django Reinhardt avant la fin de l'année. Mais je risque pas grand-chose, vous allez voir, c'est l'inspiration. C'est à Paris et dans ses environs que Django Reinhardt, l'un des jazzmen et guitaristes les plus influents que l'Europe ait enfanté, a créé l'essentiel de son œuvre et a été sacré dieu de la guitare. Ces guirlandes de notes sautillantes ont illuminé un Paris de bals et de fêtes, de rencontres et de métissages, où pauvres et riches, hommes et femmes, communautés de toutes origines et de toutes les marges se réunissaient dans la musique. Son âme nomade de manouche a su réunir le meilleur des sons et des rythmes de l'entre-deux-guerres pour créer un style unique au croisement du jazz, des musiques tziganes et du musette. Aux portes de Paris, le marché aux puces de Saint-Ouen, à la vie foisonnante, constitue le plus grand marché d'antiquités du monde. C'est à proximité de cet espace cosmopolite que la roulotte de la famille du jeune Django Reinhardt, né en 1910 en Belgique, stationne dans les années 20. Le lieu est alors une sorte de bidonville que l'on appelle la zone. Salut Hervé. Ça va? Serge Malik connaît bien son histoire. Il a grandi ici. C'est sympa. On est au cœur de la zone. À l'endroit où nous sommes là, autour, il y avait des roulottes. Et ça, c'était un chemin de terre. Et là, il y avait un jardin qu'a acheté mon grand-père et qui en a fait un marché. Ça va? Ça va. Ça va, ça va. Je m'appelle Malik. Malik, Mon grand-père qui l'a construit le marché. Ah ouais? Voilà. Dans ce territoire insalubre vit alors une population pauvre, venue de tous les coins de France et même d'Europe, en quête d'une vie meilleure à Paris. Dans ce lieu de brassage ethnique, social, culturel, à l'ambiance singulière, le jeune Django fait ses classes musicales, au pied des roulottes ou dans les bistrots avoisinants. Il fait partie du peuple manouche, une branche des Roms venue d'Europe centrale. Pour moi, ici, c'est un lieu fort en symbole, parce que, au-delà du fait que je suis né ici, c'est aussi le premier contact que ma mère a eu avec Django Reinhardt, puisque c'est de ces fenêtres-là, de ce bâtiment qu'à l'époque on appelait le château, puisque c'était la seule bâtissandure qui était construite à perte de vue, où elle a entendu un guitariste jouer avec plus d'âme, plus de beauté, de son que les autres. C'était évidemment Django Reinhardt. Pour gagner de l'argent, le jeune homme se met à jouer du banjo dans les bals musettes de la zone et de la capitale, où la jeunesse parisienne s'encanaille au son de l'accordéon. Il y avait d'un côté les Aveyronnais, les gens du Massif central, qui jouaient du musette flonflon, ce qu'on appelle. D'un côté, ils ont apporté ce qu'on appelle le trois-temps, la valse trois-temps. Pom, 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 pom. Et puis de l'autre côté, il y avait les gitans qui jouaient du swing.
Et c'est devenu pank dam 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 dam. Cette empreinte de la musique populaire s'imprime pour toujours dans le jeu de Django Reinhardt, comme par exemple dans sa composition Belleville, en hommage à un autre quartier parisien dont il écume aussi les balles. Cette vibration populaire vit toujours dans le jazz manouche, le nom donné au style créé par Django Reinhardt, joué aujourd'hui encore à Saint-Ouen, comme à la Chope des Puces. Élevé dans une famille de musiciens professionnels, il pratique le violon, le banjo, la guitare, des instruments qui ont un point commun, les cordes. Une expérience déterminante dans la musicalité de son jeu. Chez les tziganes en général, il y a une réputation de virtuosité sur l'instrument. Toute cette expressivité particulière que Django va en quelque sorte développer, lui, sur la guitare. Le travail de la corde, c'est le travail de la main gauche et de la main droite. La main droite, c'est la main qui attaque. La main gauche, c'est celle qui sculpte. Et rarement, une note est jouée sans être travaillée. Mais c'est aussi à la suite d'un événement dramatique que son jeu se transforme. À l'automne 1928, sa roulotte s'enflamme accidentellement rue Jules Vallès. Gravement brûlé, il s'en sort miraculeusement, mais perd l'usage de 2 doigts. Du coup, étant handicapé à la main gauche, il ne va pas pouvoir faire les accords de façon normale. Il va donc falloir qu'il trouve de nouvelles positions d'accords, une nouvelle façon d'accompagner, etc. Donc c'est un travail d'invention formidable. Django Reinhardt se rééduque à la guitare pour revenir encore plus fort. Et au milieu des années 30, à quelques centaines de mètres de la zone, dans le célèbre quartier parisien de Pigalle, il intègre à sa musique une nouvelle influence fondamentale, le jazz. Il arrive là parce que tout le monde joue à Pigalle, c'est le centre du jazz et même de toutes les musiques populaires à l'époque. Les nombreux magasins de musique du quartier témoignent encore d'ailleurs du rôle joué par la musique dans la vie nocturne trépidante de l'époque. Pas du tout. Bon, ça va? C'est quoi ça? Bah oui. C'est une nouvelle guitare, ça, que tu as ou... Non, ça c'est ma guitare. C'est une guitare sicilienne. Sicilienne et mes manouches avec ces machins ici, c'est bien ce qu'on appelle des moustaches. De Là, chaque t'as côté, les moustaches, ouais. Là, t'as le chevalet. Ouais. Django Reinhardt plonge corps et âme dans le jazz qu'il joue tous les soirs dans les cabarets du quartier, comme ici, rue Fromentin. Une petite rue aujourd'hui paisible qui pourtant abrite alors de nombreux lieux de fête. Eh bien, il jouait essentiellement pour la danse. Il faut jouer des morceaux avec des tempos qui sont faits pour la danse. Il ne faut pas jouer de morceaux très rapides, par exemple. Le swing, cette pulsation dansante du jazz de l'époque, imprègne peu à peu son style, son son et ses compositions, comme dans le célèbre Minor Swing. Le jazz lui permet aussi de faire valoir ses talents d'improvisateur pour lesquels ses doigts de feu font des miracles. Il participe à des joutes musicales endiablées avec les musiciens américains de passage à Pigalle, perfectionnant encore son style. Le jazz, c'est une musique de liberté. Une fois qu'on connaît le thème, on va broder autour du thème. Et après, on va improviser. Le peuple tzigane
Il avait un sens de la musique et une manière de jouer de la musique extrêmement personnelle, et ils improvisaient. Et donc lui, il garde son héritage tzigane et il le mélange au jazz d'une manière extraordinaire. Pigalle, c'est aussi le quartier général du Hot Club de France, une association qui souhaite populariser le jazz en France en créant le quintet du Hot Club de France. Dans cet ensemble, exclusivement constitué de cordes, on retrouve en tête d'affiche Django Reinhardt, ainsi qu'un autre virtuose au violon, Stéphane Grappelli, avec qui il grave des faces mythiques de l'histoire du jazz. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Django Reinhardt est au sommet de son art. Il emménage pendant l'occupation dans une maison de l'avenue Frochot, un petit trésor de verdure et de calme, au cœur de Pigalle. Dès 1940, Django va devenir une grande vedette, sans être inquiété par l'occupant, alors que normalement, les manouches, les gitans, etc., sont la plupart du temps envoyés dans des camps de concentration. Il a eu une chance inouïe de ne pas y aller, grâce à son génie musical. Au sortir de la guerre, il part même en Amérique, à l'invitation de Duke Ellington, le maître incontesté du jazz. Mais Django Reinhardt ne rencontre pas le succès espéré. À son retour en France, il a besoin de nouveaux horizons. Il quitte l'effervescence parisienne pour le calme d'un petit village à une 60aine de kilomètres de la capitale, Samois-sur-Seine. Son arrière-petit-fils, guitariste lui aussi, y vit toujours. Il y a un certain climat de paix ici, en fait, qui est difficilement explicable. Il y a une sorte de tranquillité, de sorte à... Quand on regarde un cygne passer, il n'y a pas énormément de bruit, il y a ce petit soleil-là. C'est très beau et je pense qu'on s'y sent bien naturellement. Puis toutes les différentes couleurs et nuances de lumière qu'on peut y voir, je pense que c'est une source de richesse infinie pour la composition et pour l'inspiration. Et je pense que dans sa musique, on retrouve beaucoup de l'âme de ce village. Le nomade du jazz, qui n'a cessé de défricher de nouveaux territoires, pose ses valises dans une maison à quelques mètres de la Seine. Il peint, il pêche et passe des heures à profiter de l'harmonie qui l'entoure. Ici, le phénix renaît de ses cendres. Il mène une vie à 2 vitesses, entre des nuits intenses à jouer à Saint-Germain-des-Prés, avant d'émerger au petit matin, la tête embrumée, à Samois. Il y a un épanouissement dans les dernières années de sa vie, parce que c'est une espèce de renaissance pour lui. Il est surpris par ce bonheur qui lui arrive. C'est une période très créatrice de Django. Il compose alors toute une série de nouvelles mélodies, comme ces nuits de Saint-Germain-des-Prés. Il se rend compte qu'en fait, il doit évoluer en termes de sonorité pour se remettre à la pointe du jazz. Donc il va électrifier sa sonorité en posant un micro amovible. Et le point d'aboutissement correspond vraiment aux années où il vient séjourner à Samois. Il y a une espèce de maturité sonore, d'équilibre, d'harmonie générale qui se met en place. À 43 ans, Django Reinhardt a encore de belles années devant lui. Malheureusement, son parcours prend fin brusquement en 1953, quand il est terrassé par une congestion cérébrale. Selon une tradition manouche, tous ses effets personnels sont brûlés à sa mort. Mais la flamme de Django, elle, vit toujours. Aujourd'hui, pour nombre de manouches, je pense que c'est une grande fierté, en fait, d'avoir eu un musicien au sein de leur peuple qui a été aussi loin, en fait, de par sa musique, de par son art. Les paisibles bords de Seine sont depuis devenus un lieu de pèlerinage pour de nombreux musiciens et manouches qui considèrent Django Reinhardt
comme leur dieu. Belleville, c'est un morceau de Django Reinhardt et c'est justement dans ce quartier que nous emmène Thomas Chauvineau, en tramway, pour le clin d'œil. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve toujours fascinant de voir à quoi ressemblaient les villes il y a un siècle. Tenez, regardez Paris et sa place de la République de nos jours. Voilà maintenant cette même place de la République à la fin du 19e siècle. Ici, c'est le haut de la rue de Belleville, aujourd'hui, la même, il y a 100 ans. On pourrait jouer à chercher les différences, mais il y en a une qui saute aux yeux. Vous ne trouvez pas? Là, il n'y a pas de tramway. Ici, il y en a un. Les villes aiment bien frimer avec leur tramway. San Francisco et son cable car, l'Electrico 28 à Lisbonne, sans parler de la Nouvelle-Orléans, où on atteint des sommets parce que là-bas, le tramway se nomme carrément Désir. Eh bien, Paris aussi a eu son tramway intramuros, entre la place de la République et le haut de la rue de Belleville. Il passe par la rue du Faubourg du Temple, croise l'avenue Simon-Bolivar et la rue des Pyrénées, là, à l'époque, ici, maintenant. À la fin du 19e siècle, ce petit village qui s'appelait Belleville vient tout juste d'être annexé à Paris. C'est le plus haut quartier de la ville, occupé à l'époque par de nombreux ouvriers. Ce tramway leur permet de relier le centre et surtout d'en revenir après une journée de travail. Quand il est inauguré, c'est même une première européenne. On trouve désormais sur le vieux continent le même type de tramway tiré par un câble que celui des États-Unis. Le modèle français est toutefois un peu moins convaincant, car si la route est droite, la pente est forte et les accidents réguliers. Des tramways déraillent et dévalent la pente, 2 petits kilomètres d'angoisse. Ce moyen de transport est abandonné dans les années 1920. Il a filé la frousse aux passagers avant de disparaître. Un tramway nommé Blémire. Vous allez avoir le temps d'apprendre quelques expressions canadiennes durant le voyage qui arrive. Car si vous le faites dans la vraie vie, il dure 4 jours et 4 nuits. 4 jours et 4 nuits à bord d'un train qui a marqué une vie entière chez la plupart des habitants du pays. On embarque immédiatement à bord du Canadien. Le récit national assure que ce chemin a uni tous les Canadiens. Un lien de 4500 km serpentant à travers les montagnes, les lacs et les forêts profondes. Depuis la fin du 19e siècle, le transcanadien permet de relier d'un océan à l'autre, comme le scande la devise du pays, ce territoire à la superficie gigantesque. Juste avant de monter dans le train, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai toujours cette excitation de me dire « je vais voyager en train ». Il n'y a plus beaucoup de gens qui font ça ici. Le Canada a été construit grâce au chemin de fer. Lorsque vous voyez certains paysages, en particulier ici dans les montagnes, on se dit qu'on a accompli une chose vraiment incroyable. Ce voyage de 4 jours, de Toronto à Vancouver, offre à partir des majestueuses rocheuses un condensé des déchirures du peuple canadien. Entre la sueur et le sang versé par les ouvriers chinois exploités et l'asservissement des Premières Nations, ce chemin de fer porte le sceau du pouvoir blanc et anglo-saxon. À 1750 mètres d'altitude, le lac Louise apparaît comme un mirage au pied des massifs vertigineux des Rocheuses. En 1867, la Confédération canadienne, née de l'union des anciennes colonies britanniques, ambitionne de relier l'Est à l'Ouest, peu peuplé, mais regorgeant de matières premières. Son tout premier Premier ministre,
John MacDonald fait le pari fou de tracer une ligne ferroviaire à travers ce nouveau pays quasiment vide. Sir John était un rêveur. Il rêvait que le Canada soit un jour ce grand pays, allant d'un océan à l'autre. Et les gens se sont moqués de lui. Ils ont dit que c'était impossible de construire ce chemin de fer. Imaginez, le chemin de fer le plus long du monde. L'idée était folle car la distance était énorme. On parle de 5000 km à travers des terres qui sont alors en grande partie inexplorées, à travers des prairies que l'on qualifiait de déserts. Les explorateurs n'avaient jamais poussé jusque-là. Et puis il y avait ce mur, impossible à franchir, ces montagnes. Mais John MacDonald avait fait une promesse. Relier la lointaine Colombie-Britannique, située tout à l'ouest, en échange du ralliement de la province à la Confédération canadienne. En 1880, l'entreprise Canadian Pacific est chargée de ce chantier titanesque qui doit durer plusieurs années. Le premier train est mis en circulation en juin 1886. Nous sommes au pied de ce qu'on appelle la Grande Colline. Il s'agit du tronçon de voie ferrée le plus dangereux du Canada. Quand les ouvriers sont arrivés dans les montagnes et dans la région du lac supérieur, ils n'ont trouvé que des terrains comme celui-ci. Pour construire, il fallait tout faire exploser. À cette époque, ils utilisaient de la dynamite et de la nitroglycérine. Alors imaginez, vous êtes au sommet d'une falaise. Vous voulez creuser un trou. Alors vous vous suspendez à une corde avec de la nitroglycérine sur le dos et vous descendez. Vous commencez à percer un trou pendant que vous êtes suspendu par cette corde. Vous percez un trou dans la paroi rocheuse, vous mettez la nitroglycérine là-dedans. Si vous secouez trop, c'est fini, vous êtes mort. Donc vous mettez l'explosif. Ensuite vous criez « Maintenant !» et on vous tire d'un coup en haut de la montagne, aussi vite que possible. Et voilà, il y a maintenant un trou dans cette roche. Et ensuite, il fallait recommencer encore et encore pour mener à bien la mission. Des dizaines de milliers de travailleurs sont embauchés. Les tâches les plus difficiles sont confiées aux ouvriers chinois, payés 2 fois moins, $1 par jour seulement. À mesure que le chantier avance, les gares comme celle de Lake Louise se créent et les colons arrivent. Le gouvernement canadien encourage l'immigration massive dans l'Ouest, offrant des terres et du bétail. Les gens venaient principalement d'Europe, car ils n'avaient aucun espoir là-bas de posséder un jour leur propre terre. Mes grands-parents et arrière-grands-parents sont arrivés en 1882 et ils sont venus d'Angleterre. Ils n'avaient aucun espoir là-bas. Ils sont arrivés à Manitoba, dans le centre du Canada, par le chemin de fer. Ils sont allés jusqu'où les rails étaient construits. Ils sont descendus du train et ils ont commencé à créer leur petite ferme. Il ne s'agissait pas que d'une famille, mais de milliers et de milliers de familles qui sont venues dans l'ouest du Canada à cette époque. C'est à ce moment-là que les villes ont vraiment commencé à se développer. Kilomètre après kilomètre, le chemin de fer fait naître des localités qui portent les noms des dirigeants de la Canadian Pacific. La commune de Banff, porte d'entrée du plus célèbre parc national du Canada, est baptisée en l'honneur de la ville natale écossaise du président de l'entreprise. Le joyau de ces montagnes doit sa découverte à de simples ouvriers. En 1883, le chemin de fer s'est arrêté ici à Banff pour l'hiver. À ce moment-là, ils ont licencié la plupart des ouvriers, car il était très difficile de construire un chemin de fer dans la neige. Mais 3 de ces ouvriers sont restés, et pour s'occuper, ils ont fait de la prospection à la recherche de métaux. Et là, ils ont trouvé cet endroit. Ils n'ont pas trouvé d'or, mais ce qu'ils ont trouvé, comme vous pouvez le voir, ce sont ces eaux thermales derrière moi. C'était de l'or liquide. Ils ont tout de suite compris que trouver ces sources au moment du développement du chemin de fer, c'était une opportunité touristique incroyable. Les eaux ici ont certaines propriétés minérales qui sont bénéfiques pour les mains, la peau, et donc on pouvait faire de cet endroit un lieu de cure thermale.
Les 3 ouvriers, alléchés par une fortune potentielle, dressent une clôture autour de la caverne et bâtissent une petite cabane qui doit devenir le premier hôtel de la région. Lorsque les ouvriers du chemin de fer ont trouvé les sources, ils ont écrit au gouvernement fédéral et ont réclamé la propriété de ces lieux. Le gouvernement canadien n'a pas voulu la leur accorder. Au lieu de cela, ils ont décidé de faire de cette région un parc national, le premier parc national du Canada. C'était en 1885. Ce premier acte de préservation de cette région est ce qui a permis au tourisme de prospérer. On s'est alors rendu compte que la vraie richesse que l'on pouvait trouver ici, ce n'était pas l'or ou les métaux, mais la beauté de cet endroit, les montagnes et le paysage. Bientôt, la bonne société européenne afflue grâce au tout nouveau train. Elle s'installe dans les palaces construits spécialement pour elle dans ces montagnes par la Canadian Pacific. Banff s'est créé directement en lien avec le chemin de fer qui traverse cette région. La construction du train a créé le Canada que nous connaissons aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. En Alberta, dans le sud-ouest du Canada, le territoire des Indiens Blackfoot est lui aussi bouleversé par l'arrivée du chemin de fer. Dans ces étendues de prairies arides, les Premières Nations vivaient jusqu'alors paisiblement, loin du développement touristique et industriel glorifié par le gouvernement en cette fin du 19e siècle. Dès que la Canadian Pacific est arrivée sur les terres Blackfoot, ils ont réclamé un droit de passage. Mais les Blackfoot ne se sont pas laissés faire. Et ils ont alors commencé à démolir ce chemin de fer au moment même où les ouvriers travaillaient. Pendant que l'équipe du chemin de fer essayait d'avancer, les Blackfoot arrivaient derrière et ils démontaient tout. La rébellion naissante menace la grande entreprise de John Macdonald. Le Premier ministre envoie un prêtre missionnaire ami des Indiens Blackfoot pour négocier avec leur chef. Le père Lacombe a travaillé en faveur de la Canadian Pacific. Il est venu voir notre chef Crowfoot et il l'a convaincu de leur permettre de traverser nos terres de manière temporaire. Il a promis que 10 années plus tard, les rails seraient déplacés. Mais cela n'est jamais arrivé. Une fois que la voie fut posée ici, c'est devenu le chemin de fer permanent que l'on utilise encore aujourd'hui. Lorsque le premier train est arrivé, il n'a pas été bien accueilli par les Blackfoot. Ils l'appelaient le cheval de fer. Et quand le train est passé au début, il a causé beaucoup d'incendies dans les prairies. Il a heurté du bétail comme les bisons des Blackfoot. Plus les colons arrivaient, et plus notre peuple souffrait de nouvelles maladies, comme la tuberculose ou la scarlatine, ou encore la grippe espagnole. Le gouvernement de l'époque a décimé notre peuple. Il a fait entrer des maladies là où vivaient des gens en bonne santé. Il y a beaucoup des nôtres qui sont morts à cause du chemin de fer. Le 7 novembre 1885, à 9h06, le dernier clou est planté officiellement, immortalisé par les premiers appareils de photographie. Depuis, le récit national glorifie le chemin de fer. Sur nos billets de $10, nous avons l'image du Transcanadien. Il a été choisi comme l'un des symboles historiques les plus importants du Canada.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous devenez Canadien, lors de votre cérémonie de citoyenneté, vous recevez un billet spécial qui vous permet de voyager en train. C'est pour que vous vous rendiez compte de la taille de notre pays, de la variété de ses paysages, et aussi pour entrer en connexion avec l'histoire du Canada à travers ce voyage. Le voyage s'achève à Vancouver, sur les rives de l'océan Pacifique. À 1 kilomètre de la gare centrale, la Millennium Gate est la porte d'entrée de Chinatown. Les 15 000 ouvriers chinois du chemin de fer ont créé ici la deuxième plus grande communauté hors de Chine, après celle de New York. Mon arrière-grand-père, Luwei Wang, est arrivé ici quand il avait entre 9 et 11 ans. Son travail était de poser les explosifs et il a vu beaucoup de ses collègues périr. Entre Calgary et Vancouver, on dit qu'une vie a été sacrifiée pour chaque mile de rails posé. Je suis très fière, mais je suis aussi très émue parce que je me rends compte que cette histoire a causé beaucoup de larmes et beaucoup de joie aussi. Je suis fière qu'il ait traversé tout cela et que tout ce travail acharné avec ses collègues canadiens d'origine chinoise, tous leurs efforts ont permis de créer notre pays tel qu'il est aujourd'hui. C'est un arc-en-ciel de saveurs qui nous attend à présent près de Phuket. Là-bas, on a croisé Ran, qui est pêcheur, et qui va nous apprendre que la cuisine thaï n'a pas toujours besoin d'être sophistiquée pour faire fondre nos papilles. Bienvenue, nous sommes au village de pêcheurs de Rawai. Je suis heureux de vous accueillir. Ça, c'est un bou, un casier de pêche que l'on fabrique nous-mêmes. Pour préparer le poisson que nous allons manger ce soir, nous avons besoin de feuilles de bananier. C'est ici que nous allons les couper. Vous allez rencontrer mes enfants, mes neveux, mes nièces et des amis. Suivez-moi. Allez, tout le monde à bord. Je vous présente mon fils. Il s'appelle Pok. Il va nous accompagner à la pêche. On est prêt? C'est parti. Je vais d'abord déposer tout le monde sur l'île d'en face pour la journée. La famille a débarqué, on peut partir pêcher. Je lâche ma ligne ici et je la laisse se déplacer derrière le bateau. Voilà comment nous pêchons. C'est la technique locale. On appelle ça la pêche à la traîne. Je suis pêcheur depuis l'âge de 15 ans. Cela fait bien 20-30 ans que je fais ce métier. Mon père est mort quand j'étais jeune. Lui aussi était pêcheur. Ce sont donc les hommes du village qui m'ont appris à pêcher. Depuis que je suis tout petit, je vais sur des bateaux. Ça fait 2 ans que je travaille avec mon père et en ce moment, on pêche dans l'archipel des îles Racha. Nous avons attrapé ces 3 poissons. On va les faire griller. C'est un plat typique du village. Quand on va à la pêche, on part plusieurs jours. On fait des haltes sur les îles. Trouver des feuilles de bananier pour griller le poisson, c'est très simple. La feuille de bananier va parfumer le poisson et il sera plus appétissant. Ça sentira bon quand on le fera griller.
En attendant que le poisson cuise, nous allons préparer la sauce. C'est super bon, délicieux. Ça va être parfait avec notre poisson. Regardez. Poc, viens goûter. Voilà, le poisson est vraiment très frais. Attends, je vais goûter avec toi. Si tu n'es pas habitué, alors ça pique. Mais pour nous, ce n'est pas un problème. Venez tous, vite! Venez vous asseoir. Dépêchez-vous de sortir de l'eau, venez manger. C'est super bon. Regardez la caméra. Allez, on change de continent pour l'Amérique du Sud. En Bolivie, il existe une cité précolombienne particulièrement mystérieuse, et ce mystère, l'incontournable va tenter de le percer. En Bolivie, à une vingtaine de kilomètres des rives du lac Titicaca, s'élèvent les vestiges impressionnants d'une mystérieuse cité disparue, Tiwanaku. À 3850 mètres d'altitude, sur les hauts plateaux andins, ces pyramides à la géométrie parfaite, ces temples enterrés, font rêver chercheurs et passionnés. Incontournable Tiwanaku qui cache une toute autre histoire, celle d'un récit au service du Troisième Reich. Javier Escalante est archéologue. Il a dirigé les fouilles sur ce site pendant des années et en a construit le musée. La civilisation Tiwanaku est longtemps restée dans l'ombre d'autres civilisations précolombiennes bien plus connues, comme celle des Incas. À partir de 1600 avant Jésus-Christ et pendant 2800 ans, elle a pourtant développé des connaissances avancées dans les domaines de l'astronomie, de l'agriculture ou de la médecine. Au centre de cette société, un système religieux polythéiste connecté à la nature et aux astres. Ici, c'est vraiment le noyau, le point de départ de ce qui va être tout le développement culturel d'Amérique du Sud. Tiwanaku est le site cérémoniel, le lieu où sont rassemblés tous les temples dédiés aux différentes divinités. Les hommes de Tiwanaku se sont consacrés ici à la construction de ces grands monuments. Pour honorer ces dieux, se développe à Tiwanaku un art et une architecture impressionnants. Portes monumentales alignées sur le soleil de l'équinoxe, bas-reliefs sculptés, monolithes anthropomorphes. Pour bâtir, les hommes de Tiwanaku allient connaissances mathématiques et croyances. Le chiffre 7 ici est symbolique. Il y a 7 temples, la pyramide a 7 niveaux, ici on a 7 pièces. Les murs ont une inclinaison de 7 degrés. Tout est basé sur le chiffre 7, qui représente la totalité, qui englobe toute la vision cosmique de Tiwanaku. La civilisation décline pour finalement disparaître vers le XIIIe siècle. Le site est abandonné. Ce n'est qu'à partir de la fin du XIXe que des explorateurs et archéologues s'intéressent à Tiwanaku. Ces temples et leurs étranges mesures permettent alors tous les fantasmes, toutes les suppositions. Beaucoup d'archéologues vont passer ici. Parmi eux, Edmund Kiss, qui vient en 1928. Edmund Kiss était un archéologue, ou pseudo-archéologue allemand, disons un passionné d'archéologie. Avant même d'arriver,
il était en relation avec un autre archéologue qui travaillait ici à Tiwanaku, Arthur Posnanski, avec qui il correspondait et qui lui envoyait des photos. Le principal apport de Kiss, ce sera surtout ses dessins, ses graphiques. C'était un excellent dessinateur. Depuis toujours, Kiss dessine. L'un de ses sujets préférés est l'Atlantide, ce mythe d'une île disparue, créé par Platon pour décrire le fonctionnement d'une cité idéale et avancée. Dans les années 20, alors que l'Allemagne traverse une période de crise économique et identitaire, ce mythe est en vogue chez les chercheurs, intellectuels et scientifiques allemands. Le problème de l'Allemagne, c'est qu'elle n'a pas un passé aussi glorieux que d'autres peuples européens dans le domaine de l'architecture, disons, monumentale. Contrairement à Rome ou à la Grèce, l'Allemagne n'a pas cette base pour sa civilisation. Elle va donc tenter de la construire à travers ce genre de récits, en se liant à ses mythes, notamment celui de l'Atlantide. Quand il arrive en 1928, Edmund Kiss a déjà sa théorie bien en tête. Tiwanaku est l'Atlantide, et donc le produit des premiers peuples ariens, ancêtres des Allemands. Pour Edmund Kiss, par exemple, ce qu'on voit ici sur cette stèle, ce n'est pas un visage d'indigène, mais un visage d'Allemand, un visage arien. Un site en particulier retient l'attention de Kiss, le plus récent. Pumapunku, la porte du Puma. Les techniques architecturales y sont les plus raffinées, les plus abouties. Edmund Kiss va s'appuyer sur ce temple pour étayer sa théorie. Et son argumentation est implacable. C'est ici, à partir de ce lieu, qu'il va faire tous ses dessins de Tiwanaku. Et il va les comparer avec ses propres dessins, ceux qu'il a fait lui-même de l'Atlantide, pour démontrer la ressemblance et expliquer l'origine arienne des Allemands. En 1937, Kiss publie un livre. Les dignitaires nazis sont séduits. Himmler est tellement emballé qu'il offre l'ouvrage à Hitler pour Noël. Kiss reçoit, lui, une promotion. C'est décidé, il dirigera une nouvelle expédition pour approfondir ses recherches. En 1939, le déclenchement du conflit mondial bouleverse ses plans. Kiss ne reviendra jamais à Tiwanaku. Il y a eu cette idée de déprécier le travail de l'homme des Andes. Cette histoire nous montre clairement comment on peut manipuler une idéologie. Cette théorie va peu à peu tomber dans l'oubli grâce à de nouveaux travaux de recherche. Tiwanaku continue d'attirer les théories plus ou moins farfelues, les adeptes de cultes confidentiels, qui attribuent ses origines aux extraterrestres, entre autres. Pourtant, les recherches, aujourd'hui beaucoup plus scientifiques que celles d'Edmund Kiss, nous en apprennent toujours plus et confirment que les peuples andins sont bien à l'origine de la majestueuse cité de Tiwanaku. Pas question de terminer l'émission sans la réponse à la devinette. Est-ce que vous avez trouvé quelle est la particularité du sel de Bali? Eh bien, il a le goût de la noix de coco. Voilà pourquoi. À Bali, il n'y a pas de marais salant. On asperge donc la terre d'eau de mer afin de la gorger de sel. Les Balinais utilisent ensuite leurs pieds pour la tasser et placent ce mélange dans des troncs de cocotiers. L'ensemble est ensuite filtré pour récupérer le sel qui a pris l'odeur de la coco. C'est sur cette touche gastronomique qu'on se quitte et pour d'autres découvertes inattendues, rendez-vous demain. Pespalt!